Oui, donc 90 ans, ça se fête, hein. Olona, on l'appelle souvent la vieille dame. C'est une vieille dame qui est toujours jeune puisqu'elle continue, continue sa mission, son action première qui est de s'intéresser au passé et à l'histoire des sables et puis d'essayer de sauvegarder un petit peu ce patrimoine et puis au moins de le mettre en valeur. Donc on a prévu pour les 90 ans une grande exposition qui se déroulera à la Salle du Bon, donc samedi 17 et dimanche 18 mai. Donc Olona, c'est une association historique créée en mars 1924, donc il y a tout juste 90 ans, par le député maire du château d'Olonne qui s'appelait Henri Collins. Et ce monsieur, qui était passionné d'histoire et d'archéologie, s'est entouré d'un autre passionné qui s'appelait Ferdinand Idier. Et à eux deux, donc, ils ont monté la société Olona. Et il faut dire que ce qui a été à l'origine de la création de l'association, c'est qu'on avait découvert récemment trois sarcophages mérovingiens dans les dunes, au sable, tout près du marché Arago. À l'époque, il y avait moins de construction qu'aujourd'hui. Et donc, dans la dune, un propriétaire privé venait de découvrir trois sarcophages avec des squelettes, des poteries et puis différents ustensiles à l'intérieur. Donc, forcément, ça a éveillé la curiosité. Le docteur Baudouin de Saint-Gilles, qui était déjà un érudit historien, s'est penché sur le problème et puis a lancé l'idée d'une association. Et c'est donc Henri Collins qui a lancé Olona, donc il y a tout juste 90 ans. Alors, on rappelle quelque chose, dans ces années-là, il y avait Glosel aussi, ça avait un petit peu le même schéma. Oui, voilà, sur, exactement. La découverte, le docteur Mornay, je sais plus. Oui, donc voilà, il a fallu des sponsors, si on veut, à l'origine, puisque pour publier des bulletins, M. Collins, effectivement, c'était un petit peu le mécène de cette association. Et donc 5 ans après la naissance d'Olona, on a commencé les premiers numéros. Donc c'était des numéros qui étaient beaucoup plus modestes forcément que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Donc un numéro de 8 pages avec une couverture d'Émile Leroy, un peintre sablais connu également. Émile Leroy qui deviendra par la suite aussi président d'Olona. Et donc aujourd'hui on en est rendu au 227e numéro. Donc, vous voyez que on arrive toujours à raconter des histoires sur l'histoire des sables. Au début, là, dans les 20 et 30, alors c'était essentiellement de l'archéologie. Il faut dire que voilà, le premier paysan qui, en labourant son champ, trouvait une poterie, trouvait un crâne, trouvait un ustensile, voilà, c'était répertorié à Olona. Il n'y avait pas de musée. Donc dès que le musée de l'abbaye Sainte-Croix a ouvert ses portes en 1963, il y a eu un fonds très important qui a été légué par Olona au musée, qui est toujours visible d'ailleurs. Donc archéologie essentiellement, et puis gros travail aussi sur le patois local. Alors même extra-local, hein, ça s'étendait jusque dans les campagnes, jusqu'à Avrier, le pays des Achats également. C'était pas purement sablais, c'était pas sablo-sablais à l'origine. Hein. Donc du patois, il recueillait également les traditions, les coutumes, et puis beaucoup de contes, beaucoup de petites histoires. Et puis ils se sont également intéressés à l'histoire des sables. Et dans les années 20, c'était essentiellement l'histoire de la plage des sables. On est en 1926 par exemple, c'est le centenaire de la plage des sables. Et puis s'intéressait également aux guerres de religion et puis autour d'Arundel. Mais pas vraiment ce qu'on fait aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui on est plutôt axé sur l'histoire maritime et puis une histoire un petit peu plus populaire, on va dire, au sens noble du terme. Mais à l'époque, c'était l'histoire des bâtiments et puis les grands personnages, les grands sablais qui ont fait l'histoire du port. À côté de moi, le portrait et le buste de Jean-Armand Collinet, qui était donc le fils d'André Collinet, l'échevin, et puis l'auteur des fameux mémoires, des fameux cahiers de Collinet. Donc son fils était amiral à Rochefort, il est né à la Chaume, il est mort à la Chaume, et voilà, donc ce sont des personnages illustres, connus de l'histoire sablaise. Mais à côté de ça, il y a des anonymes de l'histoire qui méritent qu'on s'intéresse à leur histoire. Et ces anonymes, Olona essaye de les faire sortir de l'oubli, parce que c'est vrai que nos ancêtres ont parfois participé à des histoires extraordinaires, des combats navals, prisonniers en Angleterre sur les pontons. Parfois, certains ont fait de grandes campagnes autour du monde. Voilà. Leur histoire à ces gens-là est dans les archives, il suffit d'y aller. Donc c'est essentiellement aux archives de Rochefort où il y a toute l'histoire des gens de mer. Donc que vous soyez petit marin ou amiral de la flotte, il y a votre parcours. Il suffit de s'y intéresser.
Parfois, les familles ne sont pas spécialement au courant de ce qu'a fait leur illustre grand-père, forcément. Mais alors, parfois, il y a des familles qui conservent des documents. Hein. Vous voyez, on nous a prêté des documents originaux qui datent ici de 1806. Donc voilà des pièces d'archives qui seront exposées lors des 90 ans de l'ONA. Donc tout ça, c'est mené par une petite équipe. On est une petite dizaine dans le bureau à faire tourner le bulletin et puis les publications, puisque au LONA, c'est quand même 4 bulletins par an. Donc ça veut dire qu'il faut publier, c'est une chose, mais avant de publier, il faut faire des recherches. Qu'est-ce qu'on publie On publie des articles forcément sur l'histoire locale, des articles sur des monuments. Là, je pense le prochain bulletin, ça va être sur les frères Martel notamment. Donc les frères Martel, les sculpteurs qui ont laissé leurs traces dans le jardin public, le jardin de la place de la Liberté au Sable. Mais ce sont aussi des sculpteurs connus en Vendée. Hein. Ils ont laissé leurs traces à La Roche face à la gare. À La Roche face à la gare. Il y a 2 monuments Martel à La Roche d'ailleurs, à Chaland, à Saint-Jean-de-Mont, aux Herbiers, au Mont des Alouettes. Voilà, donc un petit peu partout leur trace est restée en Vendée, notamment aussi avec les monuments aux morts, celui d'Olonne, celui de Saint-Gilles-Croix-de-Vie aussi. Donc voilà, on va traiter de ces gens-là. On va parler également d'une prison qui s'était ouverte pendant la Révolution sur la place du palais de justice, qu'on appelait la prison des prêtres, tout simplement parce que les prêtres qui n'avaient pas prêté serment devaient partir en Espagne, enfin s'exiler en Espagne, malgré eux forcément, et avant de partir, ils devaient laisser leur argent. Donc il y avait une maison au Sable qui s'appelait la prison Tortereau, et donc ils laissaient leur argent et on leur promettait de leur rendre à leur retour forcément. Et donc de là ils partaient vers l'Espagne. Donc on a retracé l'histoire de ce bâtiment, l'histoire de ces prêtres, et l'histoire de cette famille Tortereau qui était une grosse famille de négociants, d'armateurs. Donc là on touche l'histoire morutière, l'histoire maritime, l'histoire économique. Donc on arrive toujours avec... voyez, quand on entre dans l'histoire sablaise, on entre par une petite porte, par un petit biais, et puis on arrive toujours à brosser ou à rentrer dans la grande histoire finalement. Dans le dernier bulletin, il y a une dame qui a retracé la généalogie de sa famille, une famille de marins sablais, elle est boulanger. Donc c'est très intéressant parce que n'importe quelle famille sablaise peut se reconnaître en elle, en l'histoire de cette famille, puisque là aussi c'est des marins, c'est des gens qui ont eu des histoires particulières, donc qu'on retrouve aux 4 coins du monde en plus. Hein. Certains ont fait souche à Haïti, d'autres voilà, sont morts en mer, ont fait la guerre de 14 ont été torpillés, enfin voilà, tout le temps des histoires qui sortent de l'ordinaire. Au LONA, il y a une partie publication et puis il y a une partie également conservation des documents. Alors il y a des services d'archives pour ça, mais il y a des familles qui nous lèguent des documents qu'elles ont en leur possession, hein, des pièces d'archives, des tableaux, des photos anciennes. Donc nous, soit on les conserve dans nos locaux, soit on en fait don au musée des Sables. Avec toujours à l'esprit l'idée que peut-être qu'un jour, eh bien, notre patrimoine maritime eh bien, sera mis en valeur davantage qu'il ne l'est, puisque voilà, on essaye de faire prendre conscience à nos élus que l'histoire maritime des Sables est importante. On a encore un grand port de pêche, on a une vocation maritime avec la course autour du monde, le Vendée Globe. Mais il ne faut pas oublier aussi, même si on est tourné vers l'avenir, il ne faut pas oublier qu'hier, il y a eu un grand port des Sables avec des marins, des histoires de pêche, et que ça mériterait d'être mis en valeur. Et je crois que ça intéresserait tout le monde. Ça s'appelle un musée, ça, non ? Ce serait l'idéal de pouvoir effectivement créer un musée de la marine pour que Olona puisse enfin montrer et faire prendre conscience aux gens qu'il y a une histoire maritime importante au Sable. Enfin, on le sait. Voilà, on a collecté des témoignages d'anciens marins. Tout le monde nous demande ce qu'on attend pour faire quelque chose avant que cette mémoire disparaisse, parce qu'il est grand temps de le faire. Voilà, ce qui est parti, c'est dommage. Il n'y a plus de témoins, ou quasiment plus de témoins de la marine à voile, de la pêche à la voile. Donc il est grand temps de conserver cette mémoire et de la montrer, parce qu'effectivement, nous, au LONA, on a un petit bureau dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il est ouvert une fois par mois. Si on ne communique pas par le biais de nos bulletins tous les trimestres ou par le biais d'Internet, qui va se soucier de nos recherches? L'intérêt, c'est effectivement de pouvoir le communiquer, et un musée, effectivement, c'est ce qui serait l'idéal. Un musée auquel on pourrait associer un petit centre de recherche, parce qu'effectivement, on a des archives importantes au LONA, au CEAM, l'AVAS qui plonge et qui remonte des canons, qui remonte des objets qui sont engloutis dans nos fonds sous-marins depuis des centaines d'années. On a une histoire qui dort et qui ne demande qu'à être mise en éveil, qui ne demande qu'à être mise en valeur.
Et ça, si c'est pas fait, ben c'est fort dommage. Et pour nous, et pour les générations qui viendront. Effectivement, j'ai souvenir moi, des Sables d'Olonne au temps de la Marine en Bois, 2011-2012, c'est ça? Oui, oui, 2 saisons. Très gros succès populaire. Hein. Très gros succès populaire au prieuré. Effectivement, on avait lancé 2 expositions 2 étés de suite, parce qu'un été, ça n'avait pas suffi. Ouais. On a vu plus de 10 000 personnes sur les 2 saisons. Donc, gros succès populaire et gros succès aussi local, parce que les gens se sont sentis concernés, émus, parce qu'ils voyaient, parce qu'ils retrouvaient leurs souvenirs d'enfance, ils retrouvaient des visages, des bruits, les chantiers de navires, la marine en bois, ça parle à beaucoup de monde. Voilà, c'était une histoire, c'était une époque, les lancements de bateaux, les sablets s'en rappellent avec émotion, et de voir cette histoire ainsi mise en valeur dans le cadre prestigieux du prieuré Saint-Nicolas, c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Et nous, on a vraiment passé 2 étés formidables. On a recueilli aussi beaucoup de documents, parce que c'est en voyant que les gens se disent « Tiens, mais chez moi, j'ai ça, ce serait mieux dans un musée que de dormir dans le grenier. » Il y a la mémoire des hommes qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est vrai que quand on parlait tout à l'heure des anonymes, oui, tous ces marins qui sont morts en mer, qui ont disparu, il n'y a pas grand-chose finalement pour leur souvenir, si ce n'est au prieuré Saint-Nicolas la stèle et puis les plaques pour honorer leur mémoire, mais un espace dans le musée qui serait consacré aux gens de mer péris en mer, ça serait effectivement important, avec leurs photos, avec le bateau sur lequel ils ont pu naviguer, avec des témoignages. Et pour les 50 ans du naufrage et du Tanit et du Loulou, effectivement, on avait sensibilisé la population, et les gens étaient venus parler finalement d'eux-mêmes, évoquer leurs souvenirs spontanément au prieuré, après la cérémonie officielle de recueillement. Et là, c'était vraiment quelque chose de poignant, parce qu'il y a des gens qui avaient peut-être jamais parlé de leur vie, quoi. C'est papa qui avait le Marie-André, donc le Tanit, la mer Mortier Arcachon. Il y a un grand facteur chance, parce que vous allez passer 5 minutes plus tôt, ça passe 5 minutes plus tard, mais vous recevez un paquet de mer, et voilà. Moi, j'ai prié le bon Dieu pendant 7 heures. Il m'a écouté, il a fait ce que je lui ai demandé. Cette histoire de marin que j'ai vécue, tous ces drames, je les porte en moi. Et c'est ma vie, et c'est la vie de tous les jours. Un naufrage, bon, forcément pour les gens qui le vivent de près, c'est toujours déchirant, c'est toujours quelque chose d'extrêmement sensible, et en parler même des années après, c'est tabou, ça concerne la famille, on ne veut pas que les gens non plus participent au deuil, enfin c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, c'est un deuil, c'est intime. Là, le fait de le mettre sur la place publique, c'est encore plus difficile, et puis il y a tout ce travail aussi, il y a ce centre de recherche avec nous, toutes nos archives qu'on possède, qui dorment ici, qui servent à personne finalement. Elle serait mise à disposition du public, et des scolaires, et des étudiants. On a souvent des étudiants qui nous sollicitent, de Nantes ou de Poitiers, qui veulent travailler sur les sables. Donc on leur ouvre nos portes, je dirais avec parcimonie, parce qu'on n'est pas ouvert au public non plus. Donc il y a effectivement tout un travail à faire dans ce sens-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les moyens modernes dont on dispose, je pense notamment à Facebook. Alors on a une page qui s'appelle Les Amis d'Olona, une autre qui s'appelle pour la création d'un musée de la marine au Sable d'Olonne. Donc il y a des gens qui spontanément, effectivement, numérisent leurs documents, leurs photos qu'ils ont trouvées chez une grand-mère, chez une tata, dans un album photo, qui se disent tiens, en fait, plutôt que ça parte à la poubelle ou que ça parte au feu ou que ce soit dispersé dans la famille, on les numérise, ça coûte rien, ça prend pas trop longtemps. Si on peut savoir qui c'est, quel bateau, à quelle occasion, une fête de la mer, une fête des fleurs, le baptême d'un bateau, des portraits de marins au service militaire ou autre, tout ça, ça nous intéresse parce que nous, ça nous permet d'une part de sauvegarder les documents, mais aussi de pouvoir illustrer nos publications. Et voilà, les gens mettent ça sur Facebook et tout le monde en profite. Et on sent bien qu'il y a, enfin, si on regarde bien les commentaires, on sent que les gens sont ravis, heureux, certains émus de retrouver des visages disparus, des lieux. Et même des très jeunes, souvent. Et l'intérêt de Facebook, c'est que voilà, ça touche tout le monde, toute génération, surtout les jeunes. Et les jeunes, c'est eux qui se sentent concernés aussi, qui se disent tiens, je vais aller voir mémé. Et ils mettent ça sur Facebook, alors ils apportent leur pierre à l'édifice. On va revenir à la célébration des 90 ans de la Société Olona, donc ça va se passer à la salle Audubon. Audubon, c'est un nom qui est connu,
Oui. pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire des Sables d'Olonne. Oui, donc Audubon, bon ben voilà, Audubon, d'ailleurs c'est un président de l'ONA qui s'appelle Joël Perrochot, qui avait beaucoup travaillé sur Audubon, donc qui était donc un naturaliste américain. Alors quel rapport avec les sables? Il se trouve que le grand-père d'Audubon était un capitaine de navire sablais, Chaumois, pardon, marié donc au milieu du 18e, et l'un de ses fils va partir s'installer comme capitaine à Couéron, donc sud de Nantes. Et ce Jean Audubon va partir aux Antilles en tant que capitaine et va avoir un fils là-bas aux Antilles qui s'appellera Jean-Jacques, John James Audubon, qui deviendra un célèbre naturaliste et dessinateur d'oiseaux américains, et très très connu Audubon aux États-Unis. Il y a des villes qui portent son nom, des universités. Et donc au sable, il n'y a rien sur Audubon. Donc c'est Joël Perrochot, président de l'ONA à l'époque, qui avait milité pour qu'il y ait une rue Audubon. Rue n'a jamais vu le jour, mais il y a eu la salle Audubon. Donc c'est dans cette salle que se déroulera le 90e anniversaire de notre vénérable association. Et donc, qu'est-ce qui est prévu au programme? Alors au programme, donc exposition sur la vie de la société depuis 90 ans, hein, donc à travers les origines, les présidents, les temps forts de l'association, donc les expositions qu'il y a pu y avoir. On explorera donc beaucoup de photos, coupures de presse, des documents d'origine, donc les premiers bulletins, par exemple, les publications des présidents. Et puis après, il y a tout un volet sur la vie des sables, sur l'histoire des sables, donc avec les grands personnages, comme je le disais, et puis sur les grands événements dont on a pu parler dans nos bulletins, avec à chaque fois forcément des références à nos bulletins, et voilà, les gens pourront se procurer nos numéros également. Il y aura des films également qui tourneront, notamment le film sur la marine en bois avec... on voit la construction d'un navire en bois, donc un film qui a eu beaucoup d'audience lors de nos expositions précédentes. Il y aura également des petits films sur le défilé de Sablaise qu'on avait fait l'année dernière, et puis le dimanche après-midi à 15h30, je ferai une petite conférence sur, c'est un diaporama que je commenterai, sur l'histoire des sables à partir de 400 photos, donc 400 cartes postales anciennes qui datent de 1860 aux années 50. Donc en balayant les monuments, les rues, la vie du port, les usines, les marais salants, les casinos, voilà. Donc ce sera le dimanche après-midi. Ça. D'accord, donc ça commence le samedi après-midi, 14h30. 14h30. L'entrée est gratuite? Entrée gratuite. Donc samedi après-midi jusqu'à 18h. Et le dimanche toute la journée à partir de 10h30 jusqu'à 18h. Et c'est ouvert en non-stop entre midi et 2 le dimanche. Le dimanche après-midi, donc il y a le diaporama commenté.